Donc il y a toute une série de questions. Je vais essayer d'y répondre en clarifiant un petit peu ce que dit Castoriadis sur la Révolution. En prenant plutôt les textes de la dernière période. Et il y a notamment deux textes importants qu'il avait écrits au moment du bicentenaire de la Révolution française en 89 et un texte un petit peu postérieur, qui ne disent pas exactement les mêmes choses que les textes de la période socialiste ou barbarie, où le groupe se pensait, au début, de moins en moins après, mais au début, comme un organe révolutionnaire, un futur parti révolutionnaire qui prendra la tête de la révolution le jour où ça arrivera. Donc ça, évidemment, c'est une position que même le groupe l'abandonne, je l'ai dit, mais Castoriadis en sort aussi progressivement. La révolution devient donc de plus en plus un mouvement autonome, non pas vraiment spontané, parce que là, le débat est un peu compliqué, mais en tout cas autonome. C'est-à-dire c'est un mouvement qui part évidemment du bas. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que la révolution n'est pas, le point fondamental de la révolution n'est pas le remplacement des personnes qui occupent le pouvoir par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on est assez loin de la théorie léniniste de ce point de vue-là. La question est de détruire la structure de pouvoir actuelle pour la remplacer, alors là, pas dans une position anarchiste, pour la remplacer par un autre pouvoir, qui est précisément un pouvoir de type démocratique. Et pour ce faire, le pouvoir démocratique ne peut pas exister tout seul dans une société. Pour ce faire, il faut transformer l'ensemble de la société, la totalité de la société, comme Castoriadis le répète très souvent. Et transformer la totalité de la société, c'est précisément la définition de la révolution. On ne peut pas le faire sous-secteur par sous-secteur, catégorie par catégorie, déjà l'État, puis ensuite l'économie privée, etc. Non, il faut le faire tout et tout en même temps, en plus, parce que tout se tient évidemment. C'est-à-dire que vous avez les représentations capitalistes soutiennent l'économie privée, mais soutiennent aussi l'ensemble de la société, et si on les laisse survivre dans un secteur pendant un moment, évidemment qu'elles vont prendre le dessus, et c'est précisément ce qu'analyse Castoriadis, Lefort, tout le groupe socialiste ou barbarie en URSS. C'est-à-dire que les représentations capitalistes qui relèvent de la bureaucratie n'ont pas été supprimées, elles étaient même intégrées à leur avis dans l'œuvre, dans la pensée et de Marx, et de Lénine, et de Trotsky, de tous les théoriciens révolutionnaires, et de ce fait-là, le capitalisme n'a pas pu être dépassé. Donc il y a ce premier aspect qui est la transformation de la totalité de la société. Il y a un autre aspect qui est très important et qui permet de comprendre la différence qu'on peut faire autour du pouvoir, c'est le fait de transformer le rapport même des individus à l'institution, et le rapport même de la société elle-même, d'une certaine manière, de se reconnaître, c'est un peu technique dans le vocabulaire de Castoriadis, mais de se reconnaître comme société instituante, c'est-à-dire comme société qui se transforme elle-même. La transformation ne venant pas d'ailleurs, alors que ce soit évidemment des mouvements naturels, des mouvements divins, enfin, venant d'une explication religieuse, ou, par exemple, dans un certain nombre de courants marxistes, par des transformations venant des contradictions du capitalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension scientifique qui permette d'expliquer complètement le développement et la transformation de la société. Et c'est précisément en reconnaissant cette dimension instituante de la société que Castoriadis essaie de dépasser cette position-là, d'affirmer ce que serait une société démocratique qui, comme il le dit souvent, reconnaît explicitement qu'elle s'affecte elle-même, que c'est elle qui se transforme d'une certaine manière. Alors, à partir du début des années 60, Castoriadis a un peu transformé son analyse de la société occidentale et il a commencé à dire qu'on était dans une phase de privatisation, c'est-à-dire une privatisation qui conduit à l'apathie politique. Et il le dit dans un article assez important de Socialisme ou barbarie au début des années 60, il le dit, y compris au sein du prolétariat, y compris dans la classe ouvrière. C'est-à-dire que les ouvriers ne sont plus une force révolutionnaire, en fait, contrairement aux théories marxistes habituelles. Le prolétariat ne va pas faire la révolution. D'une certaine manière, mai 68 lui a quand même un peu donné raison, c'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, c'est pas du tout les ouvriers, ce qui reste de la classe ouvrière en France, qui est à la tête du mouvement, mais comme il le dit dans le texte de commentaire de mai 68, la classe ouvrière constitue plutôt la lourde arrière-garde de la révolution. L'avant-garde étant plutôt représentée par des étudiants, par d'autres catégories sociales ou professionnelles. Et cette analyse va être poursuivie ensuite. Il y a toute une série de textes qui ne sont pas nécessairement ceux que je préfère de Castoriadis, mais il y a toute une série d'analyses précisément sur cette privatisation, sur cette apathie, sur le retrait, sur la montée de l'insignifiance, comme il avait intitulé un de ses volumes, qui effectivement font s'éloigner de plus en plus la perspective révolutionnaire. Alors, dans les tout derniers textes, Castoriadis revient un peu à l'argument de Hannah Arendt en disant que c'est une tradition
tradition révolutionnaire qui date du XVIIe, du XVIIIe siècle, enfin, qui commence à peu près à cette période-là, et qu'il faut maintenir vivante d'une manière ou d'une autre. Qu'on peut aujourd'hui ne maintenir vivante apparemment que par une activité intellectuelle, de rappel, de phénomènes historiques, etc. Mais qui n'est plus en tant que telle une activité révolutionnaire. Bon, ça, les personnes qui côtoyaient Castoriadis à ce moment-là ont aussi toutes relevé qu'ils n'étaient plus en contact avec les groupes militants, et qu'il avait sans doute un tout petit peu plus de peine à comprendre ce qui se passait réellement alors, bien sûr dans des fractions très minoritaires, marginales de la société, mais fractions auxquelles il appartenait d'une certaine manière à la fin des années 40 et au début des années 50, et qui connaissait, qui suivait, qui commentait, et qui sont complètement sortis de son angle de vue, en fait. Et en mai 68, c'est aussi un peu le problème, c'est-à-dire qu'il se dissolve, comme j'ai dit, il dissolve le groupe et la revue en 67, une année avant, alors qu'il se passait déjà énormément de choses en France et ailleurs dans le monde, et que ce genre de choses aurait été beaucoup plus facilement analysées, enfin, spontanément analysées au début des années 50 dans la revue, et complètement laissé de côté ensuite. Donc ça, c'est clair que c'est une question d'analyse des dynamiques de l'Occident et du capitalisme, avec laquelle on peut être en désaccord, et je ne pense pas que ça remette en cause la théorie de la révolution de Castoriadis, mais en effet, le propos se fait de plus en plus sombre d'une certaine manière. C'est pas remplacer les occupants actuels du pouvoir, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est bien prendre le pouvoir, mais transformer le pouvoir en le prenant, d'une certaine manière. Mais non pas dans une idée un peu impressionniste du genre il faut que le pouvoir soit moins fort après, etc. Non, détruire les gens qui occupent, enfin détruire, peut-être pas physiquement, mais en tout cas enlever les personnes qui occupent le pouvoir et détruire ce pouvoir-là, premièrement, et le remplacer par un autre pouvoir. Un pouvoir de type démocratique, comme je l'ai dit. Donc il y a cette idée-là, et ça c'est ce qui l'oppose en particulier à Claude Lefort, qui lui est dans une position où il ne faut pas prendre le pouvoir, justement il faut plutôt l'attaquer de l'extérieur. Ou éventuellement le transformer de manière relativement faible, c'est-à-dire en disant que le pouvoir n'est pas incarné. Ça c'est la théorie de Lefort. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire cette distinction. Alors, effectivement, il y a bien sûr une grande attention qui est portée à l'histoire du mouvement révolutionnaire. J'ai cité Hannah Arendt tout à l'heure, et c'est un peu dans cette perspective-là qu'il se situe. Sur la révolution russe, eh bien, la position est très claire, c'est que octobre 17 est un coup d'État et non pas une révolution, un coup d'État des bolcheviks. Février 17 ou la révolution de 1905 sont des révolutions au sens véritable du terme, de même que toute une série d'autres exemples. Alors, c'est toujours les mêmes qu'on prend, mais c'est la révolution française jusqu'à que les Jacobins prennent le pouvoir et en fait fassent sortir le peuple du mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas tellement la révolution américaine dans le cas de Castoriadis, mais avec quelques nuances. Et puis ensuite, c'est les grands exemples du 19e siècle, 1830, 1848, la Commune, 1871 évidemment. Et au 20e siècle, on a quelques exemples, c'est-à-dire les conseils allemands en 1919. On a la révolution, on a ce qui se passe en Espagne aussi, la guerre d'Espagne. Connaissent d'ailleurs des militants qui sont allés se battre en 1936 en Espagne. Certains font même partie du groupe à un moment. Et puis ensuite, alors après-guerre, on a un exemple qui est complètement oublié aujourd'hui, c'est les grèves générales en Allemagne de l'Est en 1953. Il y a la révolution hongroise en 1956, qui est un moment très très important. Et la revue a cessé de paraître au moment de la révolution tchèque en 68. Mais on a des textes, alors je ne sais pas si Castoriadis en a parlé, mais Lefort par exemple avait publié des textes après 68 sur la révolution tchèque, et en montrant que cette révolution a été récupérée par l'Ouest contre la Hongrie en 1956. Parce qu'effectivement la situation hongroise en 1956 est délicate pour des personnes qui sont à l'Ouest et qui s'opposent au système de l'URSS, au système communiste tel qu'il se nommait lui-même. Parce que la révolution hongroise, c'est un dépassement par la gauche, évidemment. C'est-à-dire que les ouvriers reprennent le pouvoir. Alors qu'en 68, on est beaucoup plus dans une vision de révolution libérale. On exige un certain nombre de libertés individuelles, etc. Donc, mais la Hongrie est peut-être le moment, en particulier parce que ça arrive en plein pendant la période la plus active de la revue et du groupe. C'est peut-être le symbole le plus clair de ce qu'est une révolution après-guerre, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour le socialisme à Paris et en particulier pour Castoriadis.